j'ai senti mon dos claquer contre le mur en plaque-au-plâtre, faisant pencher une photo de famille. L'impact a chassé l'air de mes poumons alors que mon père me dominait, son visage déformé par une rage que je n'avais jamais vue auparavant. Ces mots m'ont blessé plus profondément que la douleur physique. Son avenir compte. Le tien n'a jamais compté. Ces 8 mots ont cristallisé la vérité que je niais depuis 28 ans. J'étais l'enfant oublié, celui dont les rêves étaient sacrifiés sur l'autel des caprices de ma sœur Audrey. Alors que je luttais pour respirer, regardant ma chemise professionnellement repassée se froisser sous sa poigne, quelque chose en moi s'est finalement brisé. Pas mon esprit, mais les chaînes de l'obligation qui m'avaient maintenu lié à cette famille toxique. Tout ça parce que j'ai refusé d'annuler mon entretien d'embauche pour conduire ma sœur au centre commercial. En y repensant, les signes de favoritisme avaient toujours été là, disséminés tout au long de mon enfance comme des miettes de pain, menant à ce point de rupture inévitable. À 28 ans, je vivais encore avec mes parents, non par choix, mais par nécessité financière. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'avais enchaîné les emplois sans issue dans la vente au détail et les postes de bureau temporaire qui couvraient à peine le remboursement de mes prêts étudiants. Chaque mois, j'envoyais des dizaines de candidatures dans l'espoir de cette unique opportunité qui lancerait ma carrière en marketing. Ma sœur cadette Audrey, 19 ans et étudiante à l'université d'État, n'avait jamais connu de telles difficultés. De la rénovation sur mesure de sa chambre à ses 16 ans à la voiture neuve qu'elle a reçue pour son 18e anniversaire, Audrey avait été comblée d'avantages dont je ne pouvais que rêver. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai reçu une carte de vœux et la permission d'utiliser la voiture familiale si personne d'autre n'en avait besoin. Quand j'ai eu 18 ans, mes parents m'ont rappelé qu'un loyer serait attendu une fois que j'aurais terminé le lycée. « Brandon, tu comprends que l'argent est serré en ce moment », disait ma mère chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, ses yeux ne rencontrant jamais vraiment les miens. Pourtant, il semblait toujours y avoir de l'argent pour les compétitions de danse d'Audrey, son équipement de photographie professionnelle, ses week-ends entre amis. Je me souviens du Noël où j'avais 20 ans et Audrey 11. J'avais demandé de l'aide pour les manuels du semestre à venir, environ $300. Mes parents ont expliqué avec des excuses qu'ils ne pouvaient pas se le permettre cette année-là. Le même matin, Audrey déballait un ordinateur portable à $1000 pour ses projets scolaires. J'ai ravalé ma peine et j'ai travaillé des quarts de nuit supplémentaires pour couvrir mes frais de scolarité, me disant que c'était simplement la vie. Ce schéma a continué tout au long de nos vies. Quand j'ai été accepté à l'université d'État avec seulement une bourse partielle, mes parents ont expliqué que je devrais travailler et contracter des prêts pour le reste. Ça forgera ton caractère, m'a assuré mon père. Je travaillais 30 heures par semaine tout en suivant un cursus complet, étudiant souvent jusqu'à 3 heures du matin avant de me traîner à mes cours matinaux. Malgré ces obstacles, j'ai obtenu mon diplôme avec des notes décentes et un optimisme sans borne. Cet optimisme s'est estompé à mesure que les emails de rejet remplissaient ma boîte de réception. Chacun d'eux ébranlait ma confiance jusqu'à ce que j'accepte que mon diplôme en marketing serait temporairement mis de côté pendant que j'acquérais de l'expérience à travers les emplois que je pouvais trouver. Et puis, après des centaines de candidatures et des dizaines de rejets, c'est arrivé. L'email de Westfield Marketing Group demandant un entretien pour leur poste de stratège marketing junior. Le salaire était décent, les opportunités de croissance substantielles, et l'entreprise était réputée pour promouvoir en interne. Cela pourrait être tout ce pourquoi j'avais travaillé. J'ai répondu immédiatement, mes mains tremblant d'excitation en confirmant lors de l'entretien. Ce soir-là, j'ai sorti mon unique costume du fond de mon placard, je l'ai soigneusement repassé et j'ai ciré mes chaussures de ville jusqu'à ce qu'elles brillent. J'ai répété les réponses aux questions d'entretien potentielles, j'ai fait des recherches approfondies sur l'entreprise et j'ai préparé mes propres questions pertinentes. Pour la première fois depuis des mois, l'espoir a vacillé en moi. La veille de l'entretien, j'ai surpris mes parents en train de parler dans la cuisine. Je n'avais pas l'intention d'écouter aux portes, mais leurs tons feutrés ont attiré mon attention alors que je me dirigeais pour prendre un verre d'eau. Audrey a besoin de $1200 de plus pour ce semestre, disait mon père. Le paiement est dû la semaine prochaine. Je pensais que le fonds d'études le couvrait, a répondu ma mère. C'est le cas, mais il y a eu des frais imprévus. Nous devrons à nouveau puiser dans nos économies. Je me suis figé dans le couloir, la confusion m'envahissant. Fonds d'études ? Quel fonds d'études ? On m'avait répété à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas d'argent mis de côté pour l'éducation, que la famille ne pouvait tout simplement pas se le permettre. Pendant 4 ans, je m'étais épuisé au travail, j'avais accumulé des dettes et sacrifié mon sommeil et ma vie sociale parce que mes parents prétendaient qu'ils ne pouvaient pas aider.
La prise de conscience m'a frappé comme un coup physique. Il y avait toujours eu de l'argent. Ce n'était juste pas pour moi. Je suis retourné dans ma chambre sans l'eau, mon esprit tourbillonnant. Toutes ces nuits où j'avais travaillé au lieu d'étudier. Toutes les opportunités que j'avais manquées parce que je ne pouvais pas me permettre de faire des stages non rémunérés. Tout le stress de voir ma dette augmenter tout en essayant de maintenir mes notes. Rien de tout cela n'avait été nécessaire. Ils avaient simplement décidé que mon éducation, mon avenir, ne valait pas l'investissement. Alors que je restais éveillé cette nuit-là, l'excitation de l'entretien de demain se mêlait à une nouvelle compréhension amère de ma place dans la famille. Cet entretien n'était plus seulement une opportunité. C'était une voie d'évasion. Le matin de mon entretien s'est levé, clair et lumineux. Je me suis réveillé tôt, je me suis douché et j'ai enfilé mon costume fraîchement repassé. Le miroir reflétait quelqu'un de professionnel, capable et prêt pour cette opportunité. Malgré les cernes sous mes yeux d'une nuit agitée, je suis descendu prendre un petit déjeuner rapide avant ma préparation finale. Audrey était déjà à la table de la cuisine, faisant défiler son téléphone tout en mangeant des céréales. Elle a à peine levé les yeux quand je suis entré. « Bonjour », ai-je dit en me dirigeant vers la cafetière. Elle a marmonné une réponse sans quitter son écran. J'ai grillé un bagel et je me suis assis en face d'elle, révisant mentalement ma stratégie d'entretien. Le poste exigeait de solides compétences analytiques et une pensée créative, deux qualités que j'avais mises en avant dans mon CV. Je devais juste les convaincre que, malgré mon manque d'expérience directe, j'étais la bonne personne pour le poste. « Brandon, j'ai besoin que tu me conduises au centre commercial aujourd'hui », a soudainement annoncé Audrey en posant son téléphone. J'ai levé les yeux de mon bagel. « À quelle heure ? » Mon entretien est à 11h, et je dois partir à 10h30 pour y être à l'heure. Elle a levé les yeux au ciel. La vente chez Urban Fashion commence à 10h. Je dois être là à l'ouverture où tous les bons articles seront partis. Je ne peux pas, ai-je répondu en gardant ma voix calme. Cet entretien est vraiment important. Maman ou papa peuvent-ils t'emmener ? Papa est déjà parti au travail et maman a son club de lecture. Allez, ça ne prendra que 20 minutes pour me déposer et 20 autres pour revenir, plus trouver une place de parking. Ça me met dangereusement proche de l'heure de mon entretien et je ne peux pas risquer d'être en retard. Tu ne peux pas prendre le bus ou demander à un ami. Son visage s'est assombri. Le bus ? Tu plaisantes ? Et tous mes amis qui conduisent me retrouvent déjà là-bas. Cette vente est cruciale pour ma carrière sur les réseaux sociaux. J'ai besoin de ces tenues pour mes publications de mode. J'ai pris une profonde inspiration. Audrey, je comprends que c'est important pour toi, mais cet entretien pourrait changer toute ma carrière. J'attends une opportunité comme celle-ci depuis des mois. C'est juste un stupide travail de bureau, a-t-elle lâché. Tu peux le reprogrammer. Non, je ne peux pas. Les entretiens professionnels ne fonctionnent pas comme ça. Les premières impressions comptent, et annuler à la dernière minute éliminerait mes chances. Elle est sortie de la cuisine en trombe, et je l'ai entendue monter les escaliers en tapant des pieds. J'ai soupiré, sachant ce qui allait suivre. En quelques minutes, ma mère est apparue à l'embrasure de la cuisine, son visage arborant cette expression familière de déception exclusivement dirigée contre moi. « Brandon, pourquoi ne peux-tu pas aider ta sœur ? La famille devrait passer en premier. Maman, c'est de mon avenir dont il s'agit. Je postule à des emplois dans mon domaine depuis presque 1 an. C'est le premier entretien prometteur que j'obtiens. Tu as déjà un travail à la quincaillerie, a-t-elle dit avec mépris. Un travail à temps partiel qui couvre à peine le remboursement de mes prêts étudiants. Ce poste chez Westfield serait une carrière, pas seulement un chèque de paie. Tu pourrais au moins proposer de la récupérer après ton entretien. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ça pourrait être 1 heure, ça pourrait être 3 s'ils veulent que je rencontre d'autres membres de l'équipe. J'ai essayé de ne pas laisser paraître ma frustration. Pourquoi est-ce toujours ma responsabilité de m'adapter à l'emploi du temps d'Audrey ? Pourquoi ne peut-elle pas ajuster ses plans pour une fois ? Le visage de ma mère s'est durci. Tu sais à quel point sa présence sur les réseaux sociaux est importante pour sa future carrière d'influenceuse. Chaque publication compte. Et ma carrière réelle ne compte pas ? Les mots sont sortis plus vifs que je ne l'avais prévu. Ne prends pas ce ton avec moi, a-t-elle averti, après tout ce que nous avons fait pour toi. L'ironie de sa déclaration, après ce que j'avais entendu la veille, était presque trop forte à supporter.
Je me suis levé, ayant besoin de mettre fin à cette conversation avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas reprendre. Je suis désolé, mais je ne peux pas manquer cet entretien. Audrey devra trouver un autre moyen d'aller au centre commercial. Alors que je remontais pour prendre mon portfolio, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Mon père était rentré plus tôt que prévu. J'entendais la voix feutrée de ma mère expliquer la situation, me dépeignant sans aucun doute comme celui qui n'était pas raisonnable. Je rassemblais mes affaires quand la porte de ma chambre s'est ouverte brusquement sans qu'on frappe. Mon père se tenait là, le visage déjà rouge. « Ta mère me dit que tu refuses d'aider ta sœur », a-t-il dit, sa voix dangereusement calme. « J'ai un entretien d'embauche, papa. Un important. Et ta sœur a des projets importants, elle aussi. Aller à une vente de vêtements n'est pas la même chose qu'un entretien d'embauche qui pourrait lancer ma carrière, ai-je répondu, luttant pour rester calme. Te revoilà, à te croire meilleur que tout le monde avec ton diplôme universitaire, a-t-il ricané. Quand vas-tu accepter que tout ne se passe pas comme tu le veux? Tu parles de cette carrière en marketing depuis des années. Et où est-ce que ça t'a mené? Ça ne m'a mené nulle part. Parce qu'on ne m'a jamais donné une chance équitable. Les mots ont jailli avant que je puisse les retenir. Sais-tu pourquoi je n'ai pas encore réussi? Parce que j'ai dû travailler pendant mes études au lieu de faire des stages, parce que je ne pouvais pas me permettre les cours de développement professionnel qui m'auraient rendu plus compétitif. Parce qu'à chaque fois que j'ai eu besoin de soutien, on m'a dit qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Ce n'est pas vrai, a-t-il dit, mais ses yeux se sont détournés. Vraiment? Alors explique-moi pourquoi Audrey a un fonds d'études alors qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas d'argent pour aider à mon éducation. Il s'est raidi. Tu écoutais aux portes. J'ai surpris une conversation. Il y a une différence. Et tu ne le nies pas, il s'est approché, son doigt pointé vers ma poitrine. Tu ne sais rien de nos décisions financières ou des raisons pour lesquelles nous les prenons. J'en sais assez, ai-je répondu en lui tenant tête. Je sais qu'Audrey a toujours été la première. Ses désirs avant mes besoins. Toujours. Surveille ton langage, mon garçon. Sa voix était tombée à un grognement dangereux. Ou quoi? Tu vas me mettre dehors? Me faire payer plus de loyer? Me couper du soutien financier que je n'ai de toute façon jamais reçu? L'amertume des années s'est déversée dans mes mots. Espèce de petit ingrat. Il semblait à court de mots. Je ne suis pas ingrat. J'énonce des faits. Et le fait est que je vais à cet entretien. Audrey peut attendre pour son shopping. Quelque chose dans son expression a changé. Un assombrissement que j'aurais dû reconnaître comme un avertissement. Ce n'est pas la première fois que ton égoïsme se manifeste, Brandon. Tu te souviens de cet entretien d'embauche il y a 6 mois? Celui que tu as manqué parce que ta voiture ne démarrait pas? Une sensation de froid s'est répandue dans ma poitrine. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Un sourire cruel a tordu ses traits. Drôle de coïncidence, n'est-ce pas? Le moment de cette panne. Juste au moment où Audrey avait besoin d'un transport pour la fête de Jessica. Presque comme si quelqu'un avait saboté ta voiture. La révélation m'a frappé comme un coup physique. Tu as saboté ma voiture. Mon propre père a délibérément ruiné ma chance d'obtenir un emploi. J'ai enlevé un fusible, a-t-il dit d'un geste dédaigneux. Facilement réparer une fois les besoins d'Audrey satisfaits. La famille passe en premier, Brandon. Quand l'apprendras-tu? À ce moment-là, tout a basculé. Les innombrables sacrifices, le mépris constant de mes objectifs, le favoritisme systématique. Ce n'était pas seulement de l'injustice. C'était un sabotage délibéré de mon avenir. Je vais à mon entretien, ai-je dit, ma voix stable malgré la tempête qui faisait rage en moi, et quand je rentrerai, nous devrons avoir une conversation sérieuse sur ma place dans cette famille. J'ai essayé de le dépasser pour aller vers la porte. C'est là qu'il a craqué. Mon père m'a attrapé par les revers de mon costume d'entretien et m'a plaqué contre le mur de la chambre. L'impact m'a coupé le souffle et a fait tomber un cadre photo par terre, le verre se brisant sur le parquet. Son avenir compte. Le tien n'a jamais compté, a-t-il grondé, son visage à quelques centimètres du mien, de la salive volant de ses lèvres. Je pouvais sentir le café sur son haleine, voir les veines saillantes sur son front. En 28 ans, il ne m'avait jamais mis la main dessus de cette manière. Pendant un instant, le temps a semblé suspendu. J'ai vu ma mère apparaître à l'embrasure de la porte, la main sur la bouche,
mais elle n'a fait aucun geste pour intervenir. Audrey se tenait derrière elle, les yeux écarquillés de choc, ou peut-être de satisfaction. Je ne pouvais pas dire. Alors que le choc initial s'estompait, une étrange clarté m'a envahi. Ce moment, cette manifestation physique d'années de violence émotionnelle, a cristallisé tout ce que j'avais essayé de ne pas voir. Ce n'était pas une famille. C'était une hiérarchie où je serais toujours au bas de l'échelle. J'ai repoussé ses mains et j'ai redressé ma veste de costume maintenant froissée. Ne me touche plus jamais, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le pensais. Brandon, ton père ne le pensait pas, a commencé ma mère, retrouvant enfin sa voix. Tu sais comment il est quand il est contrarié. Non, je pense qu'il pensait exactement ce qu'il a dit. J'ai ramassé mon portfolio là où il était tombé. Et je l'ai enfin entendu clairement. Ne sois pas si dramatique, a ricané mon père, essayant déjà de minimiser ce qui venait de se passer. Si tu avais juste accepté d'aider ta sœur, rien de tout cela ne serait arrivé. Tu as raison, ai-je répondu. C'est de ma faute. J'aurais dû voir la vérité il y a des années et partir. Je suis passé devant eux, j'ai descendu les escaliers et je suis sorti par la porte d'entrée. J'entendais ma mère m'appeler, son ton passant déjà de la défense de mon père à l'inquiétude pour les apparences. Que penseraient les voisins s'ils me voyaient partir comme ça? Dans ma voiture, j'ai vérifié mon reflet dans le rétroviseur. Mon costume était froissé et une marque rouge se formait le long de ma pommette là où j'avais heurté le mur. J'avais 20 minutes pour me ressaisir avant l'entretien. 20 minutes pour compartimenter 28 ans de douleur accumulée. Je suis allé à une station-service voisine, je suis entré dans les toilettes et j'ai fait de mon mieux pour arranger mon apparence. La marque sur mon visage s'assombrissait pour devenir bientôt un bleu. Il n'y avait aucun moyen de le cacher. Prenant une profonde inspiration, j'ai décidé que je n'essaierais pas. C'était ma réalité, et pour une fois, je ne couvrirais pas ma famille. Le bureau de Westfield Marketing Group se trouvait dans un immeuble moderne en verre du centre-ville. Je suis arrivé 5 minutes en avance, je me suis enregistré à la réception et j'ai bientôt été accueilli par une femme d'une quarantaine d'années avec un sourire chaleureux. Brandon Miller? Je suis Diane Robertson, directrice marketing senior. Merci d'être venue aujourd'hui. Son sourire a légèrement vacillé lorsqu'elle a remarqué la marque sur mon visage. Est-ce que tout va bien? Pendant une fraction de seconde, j'ai envisagé d'inventer une histoire sur le fait de m'être cogné contre une porte ou d'être tombé dans les escaliers. L'impulsion familière de protéger l'image de ma famille est montée automatiquement. Puis je me suis souvenu des mots de mon père. Son avenir compte. Le tien n'a jamais compté. En fait, non, ai-je répondu honnêtement. J'ai eu une confrontation difficile avec mon père juste avant de venir ici. Il m'a physiquement poussé contre un mur quand j'ai refusé d'annuler cet entretien pour conduire ma sœur au centre commercial. Le comportement professionnel de Diane s'est adouci en une véritable sollicitude. Je suis vraiment désolé que cela vous soit arrivé. Voulez-vous reprogrammer? Non, s'il vous plaît. Cette opportunité signifie tout pour moi. J'aimerais continuer si cela vous convient. Elle m'a étudié un instant, puis a hoché la tête. J'apprécie votre honnêteté et votre persévérance. Continuons, mais s'il vous plaît, faites-moi savoir si vous avez besoin d'une pause à un moment donné. L'entretien lui-même s'est étonnamment bien passé. Ma préparation avait été approfondie, et peut-être que l'intensité émotionnelle du matin avait dissipé ma nervosité habituelle. J'ai parlé franchement de mon expérience, de mes objectifs et des raisons pour lesquelles je pensais pouvoir apporter de la valeur à Westfield malgré mon expérience professionnelle limitée. Vers la fin de notre conversation, après avoir discuté de mon portfolio et répondu à des questions techniques, Diane s'est penchée en arrière dans son fauteuil avec une expression pensive. Brandon, puis-je parler franchement un instant? Bien sûr, ai-je répondu, me préparant à un rejet. Quand vous êtes arrivé avec cette marque sur le visage et que vous m'avez raconté ce qui s'est passé, ma première pensée n'a pas été de savoir si nous devions continuer l'entretien. C'était de la reconnaissance. Elle a fait une pause, réfléchissant soigneusement à ses mots. Il y a 10 ans, je suis entré dans une réunion client importante avec des lunettes de soleil couvrant un œil au beurre noir. Comme vous, je n'ai pas cherché d'excuses. Parfois, les environnements les plus difficiles à fuir sont ceux dans lesquels nous sommes nés. Je ne m'attendais pas à cette confidence personnelle, et cela m'a momentanément laissé sans voix. Je ne partage normalement pas cela avec les candidats, a-t-elle poursuivi. Mais je sens que vous êtes à un tournant crucial.
J'ai quitté ma situation familiale avec rien d'autre qu'une valise et de la détermination. C'était la décision la plus difficile et la meilleure que j'ai jamais prise. J'apprécie que vous partagiez cela, ai-je dit, vraiment ému. Aujourd'hui a été un point de rupture pour moi aussi. Je ne pense pas que je puisse y retourner. Elle a hoché la tête, la compréhension dans ses yeux. Avez-vous un endroit sûr où rester? La question m'a pris au dépourvu. Dans ma hâte d'arriver à l'entretien, je n'avais pas pensé au-delà de ce moment. Je ne suis pas sûr. Peut-être un motel jusqu'à ce que je trouve une solution. Diane semblait débattre de quelque chose intérieurement. Finalement, elle a dit, mon frère possède un petit immeuble d'appartement. Il garde une unité meublée pour les situations temporaires. Il est actuellement entre deux locataires et prévoyait de faire quelques rénovations mineures, mais celles-ci ne commenceront pas avant au moins 2 semaines. Si vous avez besoin d'un endroit où rester pendant que vous vous remettez sur pied, je pourrais lui en parler. J'ai été stupéfait par l'offre. C'est incroyablement généreux, mais je ne pourrais pas m'imposer comme ça. Ce n'est pas s'imposer. Il vous facturerait un tarif symbolique, bien moins qu'un motel. Considérez cela comme du réseautage professionnel, a-t-elle ajouté avec un léger sourire. De plus, si les choses se passent bien, vous pourriez bientôt travailler ici. Vous voulez dire? Je veux dire que nous avons encore quelques candidats à interviewer, mais vous avez fait une forte impression. Je devrais consulter mon équipe, mais je suis optimiste quant à votre adéquation ici. Nous devrions avoir une décision d'ici le début de la semaine prochaine. En quittant les bureaux de Westfield, les coordonnées du frère de Diane en main, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. Le traumatisme du matin résonnait encore en moi. Mais à côté, il y avait un nouveau sentiment de possibilité. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais tenu bon sur ce qui comptait pour moi, et au lieu d'un désastre, cela avait ouvert une porte inattendue. Je suis resté dans ma voiture pendant plusieurs minutes, considérant mes options. Rentrer à la maison était hors de question. Même si mon père s'excusait, ce qui était peu probable, une ligne avait été franchie qui ne pourrait jamais être effacée. Je devais récupérer mes affaires, mais pas seul et pas immédiatement. J'ai appelé James, mon meilleur ami depuis l'université, et je lui ai brièvement expliqué la situation. Il n'a pas hésité. Viens rester avec moi ce soir. Demain, on ira chercher tes affaires ensemble. Tu es sûr? Je ne veux pas te mettre dans une position délicate. Brandon, ça fait des années que tu supportes leurs conneries. Il est temps que tu partes. Je suis juste désolé qu'il ait fallu quelque chose comme ça pour que ça arrive. Alors que je conduisais vers l'appartement de James, mon téléphone a vibré à plusieurs reprises avec des SMS et des appels de ma mère et d'Audrey. Je les ai tous ignorés. Quoi qu'ils aient à dire pouvait attendre que je sois prêt à l'entendre, si jamais je l'étais. Cette nuit-là, dormant sur le canapé de James, j'ai rêvé de couloirs vides et de portes qui se verrouillaient derrière moi. Je me suis réveillé plusieurs fois, la sensation fantôme de mon dos heurtant le mur me sortant brusquement du sommeil. Mais à chaque fois, la prise de conscience a suivi. J'étais en sécurité. J'étais libre. Et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais me souvenir, mon avenir m'appartenait entièrement. Le lendemain matin, James et moi sommes allés chez mes parents pour récupérer mes affaires. J'avais envoyé un SMS à ma mère pour lui dire que je passerais, choisissant délibérément une heure où mon père serait au travail. Elle a répondu par une série de messages de plus en plus désespérés, allant de « Ton père est vraiment désolé » à « Tu déchires cette famille avec ton égoïsme ». James a sifflé doucement en lisant le SMS par-dessus mon épaule. « Mec, elle essaie vraiment de retourner la situation contre toi, hein ?» Un coup classique, ai-je répondu, me surprenant par mon détachement. Rien n'est jamais de leur faute. Ma mère nous attendait à la porte quand nous sommes arrivés, ses expressions passant rapidement de la colère à l'inquiétude, puis au sourire forcé qu'elle utilisait pour les inviter. « Brandon, tu n'avais pas besoin d'amener des renforts. Nous sommes une famille. Nous pouvons en discuter en privé. James m'aide à déménager mes affaires, ai-je dit en la dépassant pour entrer dans la maison. Je ne reste pas, ne sois pas ridicule. Où irais-tu même? Tu ne peux pas te permettre ton propre logement. J'ai trouvé quelque chose, ai-je répondu vaguement en montant dans ma chambre. Elle a suivi, sa voix baissant à un murmure urgent. Ton père était juste stressé par le travail. Tu sais qu'il ne te ferait jamais de mal délibérément. Je me suis arrêté et je me suis tourné vers elle.
Il a admis avoir saboté ma voiture pour me faire manquer un entretien d'embauche il y a 6 mois. N'était-ce pas délibéré? Ses yeux se sont légèrement écarquillés avant qu'elle ne se reprenne. Tu as du mal comprendre. Il ne ferait jamais une chose pareille. J'ai parfaitement compris, ai-je répondu en continuant vers ma chambre. James a suivi avec plusieurs boîtes vides qu'il avait apportées. Il n'a pas fallu longtemps pour faire mes bagages. Des années à vivre comme une pensée après coup m'avaient appris à voyager léger. Des vêtements, des livres, mon ordinateur portable et quelques souvenirs personnels étaient tout ce que je possédais vraiment. Alors que je rassemblais mes documents du tiroir de mon bureau, j'ai réalisé qu'il manquait quelque chose. As-tu vu une grande enveloppe Kraft avec mon acte de naissance et ma carte de sécurité sociale, ai-je demandé à ma mère, qui planait à l'embrasure de la porte. Je pense qu'ils sont dans le classeur familial, a-t-elle répondu trop rapidement. Je vérifierai plus tard et je te le dirai. J'ai froncé les sourcils, certain de les avoir gardés dans mon bureau. J'en ai besoin maintenant. Où est le classeur? Dans le bureau de ton père, mais il est verrouillé. Il a la clé. Alors appelle-le et dis-lui que j'ai besoin de mes documents. Brandon, est-ce vraiment nécessaire? Tu agis comme si tu déménageais dans un autre pays. Prends le temps de te calmer et ensuite nous pourrons tous nous asseoir en famille et régler ce malentendu. James a attiré mon regard et a fait un subtil signe de tête, m'avertissant de ne pas me laisser entraîner dans sa manipulation. Il avait raison. Je pourrais demander des duplicata si nécessaire. D'accord, je les récupérerai une autre fois, ai-je concédé en fermant mon sac de sport. Alors que nous portions mes affaires vers la voiture de James, Audrey est arrivée dans l'allée, revenant d'on ne sait où. Elle est sortie, son expression indéchiffrable alors qu'elle nous regardait charger le coffre. Alors, tu pars vraiment, a-t-elle demandé en s'approchant prudemment. Oui, ai-je répondu simplement. Parce que papa t'a poussé? Tu ne penses pas que tu réagis de manière excessive? J'ai fermé le coffre et je me suis tourné vers ma sœur. Ce n'est pas à propos d'hier. C'est à propos de 19 ans à être traité comme si mon existence ne comptait que lorsqu'elle vous sert. Son visage est devenu rouge. Ce n'est pas juste. Vraiment? Quand est-ce que la dernière fois que quelqu'un dans cette famille a sacrifié quelque chose pour mon bénéfice? Quand est-ce que mes besoins ou mes désirs sont passés avant les tiens? Ne serait-ce qu'une seule fois. Elle n'avait pas de réponse, ses yeux baissés vers le sol. C'est ce que je pensais, ai-je dit en me dirigeant vers la portière passager. Bonne chance avec ta carrière d'influenceuse. J'espère qu'elle vaut ce qu'ils ont investi dedans. 2 jours plus tard, j'ai emménagé dans l'appartement temporaire que le frère de Diane m'avait offert. C'était petit mais propre, avec des meubles de base et un bail au mois à la moitié du prix du marché. J'ai signé l'accord avec gratitude, sachant que cette marge de manœuvre ferait toute la différence alors que je reconstruisais ma vie. Le lundi suivant, Diane a appelé avec l'offre d'emploi. Le salaire était meilleur que ce que j'avais osé espérer, avec des avantages sociaux commençant immédiatement. J'ai accepté sur le champ, un poids s'enlevant de mes épaules alors que l'indépendance financière semblait enfin à portée de main. Ma première semaine de travail a coïncidé avec un barrage de messages de mes parents. Ma mère a vacillé entre des tentatives de culpabilisation et des excuses timides au nom de la famille. Mon père a envoyé un seul SMS, « Quand tu seras prêt à t'excuser pour ton manque de respect, nous pourrons parler. » Je n'ai répondu à aucun d'eux. Les messages d'Audrey étaient plus complexes. Initialement défensifs et accusateurs, ils se sont progressivement transformés en confusion et même en une pointe d'introspection. « La maison est bizarre sans toi », disait un SMS. « Maman et papa se disputent beaucoup. » J'ai constaté que je ne pouvais pas éprouver beaucoup de sympathie. Alors que je m'installais dans mon nouvel emploi et mon nouvel appartement, des défis inattendus sont apparus. Lorsque j'ai essayé d'ouvrir un nouveau compte bancaire plus près de mon appartement, j'ai été refusé en raison d'un mauvais crédit. Confus, j'ai demandé un rapport de crédit et j'ai découvert plusieurs cartes de crédit et un prêt personnel ouvert à mon nom au cours des 3 dernières années, tous avec des soldes substantiels. J'ai fixé le rapport avec incrédulité. Quelqu'un avait volé mon identité, accumulant près de 20 000 $ de dettes. La nausée dans mon estomac s'est intensifiée lorsque j'ai noté que le moment correspondait exactement aux années d'université d'Audrey et au lancement de sa présence sur les réseaux sociaux. Mes soupçons ont été confirmés lorsque j'ai remarqué des frais de magasin d'équipement photo, de détaillants de mode et même d'une retraite d'influenceur d'une semaine à Miami. Ce n'étaient pas des achats frauduleux aléatoires. C'étaient des dépenses pour le personnage en ligne soigneusement créé d'Audrey,
facturés sur des comptes ouverts à mon nom sans ma connaissance ni mon consentement. La trahison m'a profondément blessé. Non seulement mes parents avaient favorisé Audrey émotionnellement et financièrement tout au long de nos vies, mais ils avaient activement volé mon identité pour financer son style de vie, ruinant potentiellement mon avenir financier avant même qu'il ne puisse commencer. J'ai apporté le rapport de crédit à une avocate spécialisée dans le vol d'identité. Son évaluation a été brutale. C'est une fraude financière claire, a-t-elle dit en examinant les documents. Malheureusement, comme ce sont des membres de la famille, vos options sont compliquées. Vous pouvez déposer une plainte à la police, ce qui entraînerait probablement des poursuites pénales contre vos parents, ou vous pouvez essayer de le résoudre en privé. À quoi ressemblerait une résolution privée, ai-je demandé. Vous exigeriez qu'ils transfèrent tous les comptes à leur nom, qu'ils remboursent les soldes et qu'ils fournissent une admission écrite de leurs actes. Sans pression légale, cependant, la conformité serait volontaire. J'ai pensé aux décennies de manipulation et de contrôle de mon père, à la complaisance constante de ma mère. Ils n'admettront jamais leur tort, ai-je dit finalement. Et je ne peux pas commencer ma vie avec ça qui pèse sur moi. Alors je recommande que nous procédions à un signalement formel de vol d'identité, a-t-elle conseillé. Ce ne sera pas facile, mais c'est la voie la plus propre pour protéger votre avenir financier. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS inattendu d'Audrey. J'ai trouvé du courrier pour toi dans le bureau de papa. Des offres d'emploi de l'année dernière qu'il ne t'a jamais données. Je pense que tu devrais le savoir. Une pièce du puzzle s'est mise en place. Combien d'opportunités m'avaient été cachées? Combien de chemins délibérément bloqués? Le sabotage systématique de mon avenir avait été encore plus complet que je ne l'avais imaginé. J'ai répondu à Audrey pour la première fois. Merci de me l'avoir dit. Il y a plus que tu devrais savoir. Il faut qu'on parle, mais pas à la maison. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un café le week-end suivant. Je n'étais pas sûr de ce que je devais révéler ni si je pouvais faire confiance à ses motivations, mais quelque chose dans son message suggérait qu'elle commençait peut-être à voir la dynamique de notre famille plus clairement. Alors que je me préparais à cette confrontation et à celle, plus importante, à venir, j'ai réfléchi à la façon dont ma vie avait changé de façon spectaculaire en quelques semaines seulement, de piégé et diminué à employé et indépendant. La route à venir serait difficile, surtout avec la situation du vol d'identité, mais pour la première fois, je me sentais équipé pour y faire face. La prison dans laquelle j'avais vécu ne s'était pas construite en un jour. Les murs s'étaient élevés lentement autour de moi, chaque brique une petite concession, une protestation ravalée, un rêve reporté. Mais maintenant que j'étais sorti, je pouvais la voir pour ce qu'elle était, et je n'y retournerai jamais. Ils ont fait quoi? Le visage d'Audrey a perdu ses couleurs alors que je glissais le rapport de crédit sur la table du café. Nous parlions depuis près d'une heure, ma sœur inhabituellement réservée alors que j'expliquais mes découvertes. Ils ont ouvert des comptes de crédit à mon nom sans ma connaissance ni mon consentement, ai-je répété. Les frais correspondent parfaitement à tes dépenses universitaires et à ton équipement pour les réseaux sociaux. Près de 20 000 $ de dette. Elle a fixé les papiers, ses ongles soigneusement manucurés tremblant légèrement alors qu'elle tournait les pages. Je n'en avais aucune idée, Brandon. Je le jure. Papa a toujours dit qu'il s'occupait des finances pour nous deux, qu'ils avaient des fonds d'études et des comptes de crédit séparés pour nos différents besoins. J'ai étudié son visage, cherchant la tromperie, mais ne trouvant qu'une horreur croissante. N'as-tu vraiment jamais remis en question pourquoi il pouvait se permettre tant de choses pour toi alors qu'il prétendait avoir des difficultés financières? Elle a levé les yeux, la culpabilité s'insinuant dans son expression. Je suppose que je ne voulais pas le remettre en question. C'était plus facile de croire que nous pouvions nous permettre mes choses parce que... parce que je ne valais pas l'investissement, ai-je terminé pour elle. Ce n'est pas ce que je voulais dire, a-t-elle protesté faiblement. Mais c'est ce qu'ils ont démontré par leurs actions, année après année. J'ai pris une gorgée de mon café maintenant froid. La question est, que se passe-t-il maintenant? J'ai consulté une avocate. C'est une fraude grave, Audrey. Ce n'est pas juste un drame familial. C'est un crime. Ses yeux se sont écarquillés. Tu vas les dénoncer à la police? J'envisage toutes les options. L'avocate m'a conseillé que sans pression légale, il est peu probable qu'ils prennent leurs responsabilités ou réparent les choses. Audrey est restée silencieuse pendant plusieurs instants, remuant distraitement son latin tact. Finalement, elle a demandé, et le courrier? Les offres d'emploi qu'ils t'ont cachées?
Ça fait partie du schéma plus large. Ils ont activement saboté mon indépendance tout en drainant mon avenir financier pour financer le tien. J'ai gardé un ton factuel plutôt qu'accusateur, la regardant digérer cette réalité. Je peux voir les lettres, a-t-elle demandé soudainement. J'ai hésité. Les as-tu encore? Oui, je les ai prises quand je les ai trouvées. Je savais que papa les détruirait s'il réalisait que je les avais vues. Elle a fouillé dans son sac et en a sorti une grande enveloppe, la glissant vers moi. Il y a 3 offres d'emploi et d'autres documents officiels. Je ne les ai pas ouverts. J'ai examiné le contenu, mon cœur se serrant un peu plus à chaque article. 2 étaient en effet des offres d'emploi d'entreprises avec lesquelles j'avais eu des entretiens l'année dernière, toutes 2 avec des salaires qui m'auraient permis de déménager immédiatement. Une autre était une acceptation à un programme de certification en marketing compétitif auquel j'avais postulé, mais dont je n'avais jamais eu de nouvelles. Et le plus troublant de tout, des relevés bancaires d'un compte que je ne savais même pas exister, ouvert à mon nom avec ma signature falsifiée. Il y a un autre compte, ai-je dit sombrement en parcourant les relevés. Ils ont déposé de l'argent sous mon nom, peut-être pour cacher des revenus au fisc ou à des créanciers. Audrey avait l'air physiquement malade. Brandon, je ne sais pas quoi dire. C'est tellement pire que ce que j'imaginais. Quand j'ai trouvé ces lettres, j'ai pensé que papa avait peut-être juste été surprotecteur ou contrôlant, papa criminel. Ça va au-delà du contrôle, ai-je convenu. C'est un abus financier systématique. Nous sommes restés assis dans un silence pesant. Le bavardage ambiant du café contrastait vivement avec la gravité de notre conversation. Finalement, Audrey a de nouveau parlé, sa voix faible. De quoi as-tu besoin de ma part? La question m'a surpris. Tout au long de nos vies, Audrey n'avait fait que prendre de moi, jamais offrir. Cette simple reconnaissance de mes besoins représentait un changement sismique dans notre relation. Honnêtement, j'ai besoin que tu reconnaisses ce qu'ils nous ont fait à tous les deux, de différentes manières. J'ai besoin que tu arrêtes de cautionner leur récit selon lequel je suis le problème. Et j'aurai peut-être besoin de ton témoignage si cela va au tribunal. Sa tête s'est redressée d'un coup. Au tribunal? Tu vas vraiment poursuivre nos parents en justice? Je vais les tenir responsables de vol d'identité et de fraude, ai-je clarifié. Que cela se fasse par des poursuites pénales ou au civil dépendra en grande partie de leur réponse lorsqu'ils seront confrontés. Audrey s'est tordu les mains nerveusement. Pouvons-nous essayer de leur parler d'abord? Peut-être que s'ils comprennent à quel point c'est grave, ils répareront les choses sans action en justice. J'ai considéré sa suggestion. Bien que j'ai peu de foi en la capacité de mes parents à une introspection honnête, une confrontation préliminaire pourrait fournir des preuves précieuses de leur connaissance et de leur intention, ce qui pourrait renforcer toute affaire juridique future. D'accord, ai-je concédé. Nous pouvons essayer une conversation, mais je l'enregistrerai, et je ne le ferai pas seul. Nous avons convenu de rencontrer nos parents ce week-end-là dans un lieu neutre, une salle privée de la bibliothèque locale que j'avais réservée. J'ai invité mon avocate à y assister, bien que nous ayons convenu qu'elle observerait plutôt que de participer activement, sauf si nécessaire. Les jours précédant la confrontation ont été tendus. Mes parents, en apprenant que je voulais les rencontrer tous les deux, avec Audrey présente, se sont lancés dans une nouvelle vague de SMS et d'appels, alternant entre des exigences de savoir ce qui se passait et des accusations selon lesquelles je corrompais ma sœur contre eux. J'ai maintenu le silence radio, me concentrant plutôt sur la collecte de preuves supplémentaires avec les conseils de mon avocate. Nous avons documenté chaque compte, chaque signature falsifiée, chaque lettre cachée. L'image qui en est ressortie était encore plus troublante que je ne l'avais initialement compris. L'entreprise de construction de mon père, qui connaissait des difficultés depuis des années, avait utilisé mon identité non seulement pour financer les dépenses d'Audrey, mais aussi pour obtenir des prêts commerciaux et des lignes de crédit. La fraude totale dépassait 50 000 $, m'exposant potentiellement à des obligations fiscales ainsi qu'à des dettes. Quand samedi est arrivé, je me sentais étrangement calme. Les semaines précédentes avaient dissipé tout brouillard émotionnel persistant, laissant derrière elle une clarté que je n'avais jamais connue auparavant. Il ne s'agissait pas de drame familial ou de rivalité fraternelle. Il s'agissait de crimes et de conséquences. Mes parents sont arrivés à la salle de réunion de la bibliothèque avec un air à la fois défensif et confus. Leurs expressions se sont assombries lorsqu'ils ont vu mon avocate installer discrètement un appareil d'enregistrement dans le coin. « Qu'est-ce que c'est » a demandé mon père. « Une sorte d'embuscade. »
C'est une conversation documentée sur le vol d'identité et la fraude, ai-je répondu d'un ton neutre, leur faisant signe de s'asseoir. Vol d'identité? De quoi parles-tu? La voix de ma mère est montée plus haut, ses yeux se tournant vers Audrey, qui était assise rigidement à côté de moi. J'ai posé la pile de preuves sur la table. Des cartes de crédit ouvertes à mon nom sans mon consentement. Des prêts contractés en utilisant mon numéro de sécurité sociale. Des comptes bancaires créés avec ma signature falsifiée. Des offres d'emploi cachées pour me maintenir financièrement dépendant. Cette réunion est votre occasion de vous expliquer avant que nous n'engagions des poursuites judiciaires. La couleur a quitté le visage de ma mère, mais celui de mon père est devenu rouge foncé. Espèce de petit ingrat, a-t-il commencé, se levant à moitié de sa chaise. Papa, arrête, a interrompu Audrey, sa voix plus forte que je ne l'avais jamais entendue. J'ai vu les preuves. J'ai trouvé les lettres cachées moi-même. Ce n'est pas quelque chose que tu peux balayer d'un cri. Il la fixa, choqué, clairement pas préparé à son alliance avec moi. Audrey, tu ne comprends pas. Tout ce que nous avons fait, c'était pour cette famille. En quoi voler l'identité de Brandon et de notre famille? A-t-elle contesté? Nous n'avons rien volé, a interjeté ma mère. Nous avons simplement géré les finances d'une manière qui profitait à tout le monde. Mon avocate s'est éclairci la gorge. Madame Miller, ouvrir des comptes de crédit au nom de quelqu'un d'autre sans sa connaissance ni son consentement est une fraude en vertu de la loi fédérale. Cela entraîne des peines potentielles, notamment des amendes et une peine d'emprisonnement. Emprisonnement? La voix de ma mère est montée jusqu'à un quasi-cri. C'est absurde. Nous sommes ses parents. Être parent ne vous donne pas le droit légal de commettre une fraude financière, ai-je dit calmement. Maintenant, nous avons deux options ici. Vous pouvez transférer toutes ces dettes à votre nom, fermer tous les comptes frauduleux et fournir une admission écrite de vos actes, ou nous pouvons procéder à un signalement formel de vol d'identité à la police et aux agences de crédit. Mon père s'est penché en avant, sa voix baissant à un murmure menaçant. Tu enverrais vraiment tes propres parents en prison après tout ce que nous avons fait pour toi? Qu'est-ce que vous avez fait exactement pour moi, papa? Saboter des opportunités d'emploi, cacher mon courrier, voler mon identité. Dis-moi pour quelle partie de cela je devrais être reconnaissant. La réunion a dégénéré à partir de là. Mon père a alterné entre la rage, les menaces et de maladroites tentatives de justification. Ma mère a pleuré de façon dramatique tout en essayant de faire appel à Audrey, qui est restée étonnamment ferme dans son soutien. Aucune résolution n'a été trouvée ce jour-là, mais je ne m'y attendais pas vraiment. Le véritable objectif avait été de documenter leur connaissance de la fraude et de leur donner une chance de réparer les choses en dehors du système judiciaire. Leurs réponses n'ont fait que confirmer ce que je savais déjà. Ils se sentaient en droit de contrôler ma vie et mes finances, et ils n'allaient pas s'arrêter à moins d'y être forcés. En quittant la bibliothèque, Audrey m'a surpris en me prenant le bras. « Je suis désolé », a-t-elle dit simplement. « J'aurais dû le voir plus tôt. »« Tu étais une enfant pendant la majeure partie du temps », ai-je répondu. Ils nous ont conditionnés tous les deux à accepter leur version de la réalité. « Que se passe-t-il maintenant » a-t-elle demandé. « Maintenant, nous déposons la plainte à la police et les déclarations formelles de vol d'identité. Ils ont eu leur chance de faire ce qui était juste. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est ce que mon avocate avait découvert juste avant notre réunion. L'entreprise de mon père ne connaissait pas seulement des difficultés. Elle était en train de s'effondrer de manière catastrophique. Il avait maintenu leur style de vie et financé les dépenses d'Audrey par des manœuvres financières de plus en plus désespérées, y compris une fraude fiscale potentielle en utilisant mon identité. La maison qu'ils avaient refusé de m'aider à quitter était hypothéquée jusqu'au cou, avec plusieurs mois de retard de paiement. L'empire de contrôle qu'ils avaient construit était déjà en train de s'effriter. Mes actions ne feraient qu'accélérer son effondrement. Et pour la première fois, je n'ai ressenti aucune culpabilité à cette perspective. Le signalement formel de vol d'identité a provoqué un changement sismique dans la façade soigneusement construite de ma famille. Quelques jours après le dépôt de la plainte auprès de la police et des agences de crédit, les enquêteurs ont commencé à examiner en détail les finances de mes parents, découvrant des couches de malversation au-delà de ce que j'avais initialement découvert. L'entreprise de construction de mon père fonctionnait à perte depuis près de 5 ans, maintenue à flot par une combinaison de prêts frauduleux, de fraude fiscale et de comptabilité créative qui frisait l'entreprise criminelle. Le confortable style de vie de classe moyenne que mes parents avaient maintenu, ainsi que les dépenses somptueuses d'Audrey,
avait été financé par un château de cartes élaboré qui s'effondrait maintenant de manière spectaculaire. La première conséquence visible est survenue lorsque mon père a été prié de quitter un chantier par ses partenaires commerciaux qui avaient été contactés par les enquêteurs. Son appel téléphonique ce soir-là a été la première communication directe que nous ayons eue depuis la confrontation à la bibliothèque. « Tu es satisfait maintenant ?» a-t-il demandé, sa voix légèrement pâteuse. Je soupçonnais qu'il avait bu. Ils m'ont suspendu en attendant l'enquête. Des années à construire cette entreprise et tu l'as détruite en une semaine. Tu l'as détruite toi-même, papa, ai-je répondu calmement. J'ai juste exposé ce que tu avais fait. J'ai fait ce qui était nécessaire pour subvenir aux besoins de cette famille. Quelque chose que tu ne comprendras jamais, puisque tu n'as jamais eu de responsabilité envers personne d'autre que toi-même. L'ironie de sa déclaration était presque risible. En fait, je comprends parfaitement la responsabilité. Elle inclut la prise de responsabilité pour ses actes. Quelque chose que tu évites depuis des décennies. Il s'est lancé dans une tirade, puis un mélange de menaces, de tentatives de culpabilisation et d'histoires révisionnistes, se présentant comme le pourvoyeur altruiste et moi comme le fils ingrat. Je l'ai laissé parler, enregistrant la conversation comme mon avocate l'avait conseillé. Quand il a finalement manqué de souffle, j'ai repris la parole. Il y a encore un moyen de minimiser les dégâts, papa. Admets ce que tu as fait, fais restitution et assume tes responsabilités. Les procureurs pourraient envisager un accord de plaidoyer si tu coopères pleinement. Tu veux que je plaide coupable d'avoir subvenu aux besoins de ma famille? Jamais. Alors je ne peux pas t'aider. Au revoir, papa. L'approche de ma mère était différente, mais tout aussi inefficace. Elle s'est présentée à mon lieu de travail le lendemain, provoquant une scène à la réception jusqu'à ce que Diane intervienne. « Brandon, ta mère est là », a dit Diane en apparaissant à mon bureau avec une expression inquiète. Elle est très contrariée. « Veux-tu que j'appelle la sécurité ou veux-tu lui parler ?» J'ai soupiré, mettant de côté le projet sur lequel je travaillais. « Je vais lui parler. Y a-t-il un espace privé que nous pouvons utiliser ?» Diane nous a conduits à une petite salle de conférence, puis m'a serré l'épaule en signe de soutien avant de nous laisser seuls. Ma mère s'est immédiatement lancée dans une performance de reproches larmoyants. « Comment as-tu pu nous faire ça? À ton père? Ses partenaires commerciaux l'abandonnent. La banque pose des questions sur notre hypothèque. Et tout ça parce que tu n'as pas pu laisser tomber ton ressentiment. » Je suis resté calme, détaché d'une manière qui l'a déstabilisé clairement. Il ne s'agit pas de ressentiment, maman. Il s'agit de crimes commis contre moi et potentiellement contre d'autres. Papa n'a pas seulement volé mon identité. Il a construit toute une structure financière frauduleuse en utilisant mon nom et celui d'autres personnes. Il nous protégeait, a-t-elle insisté, pour s'assurer que nous ne perdions pas notre maison, qu'Audrey puisse avoir les opportunités que tu n'as jamais saisies. Le récit familier avait encore le pouvoir de piquer, mais plus de me contrôler. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, et nous le savons tous les deux. J'ai travaillé pour chaque opportunité que j'ai eue, tandis que toi et papa avez activement saboté mes progrès. Ce n'est pas vrai. Sa voix est montée d'un ton strident. Nous t'avons soutenu du mieux que nous pouvions. Vous m'avez caché des offres d'emploi. Papa a désactivé ma voiture pour me faire manquer un entretien. Vous avez ouvert des cartes de crédit à mon nom sans mon consentement. Ce n'est pas du soutien, maman. C'est de la maltraitance. Elle a tressailli au mot, puis s'est ressaisie. Nous sommes tes parents. Tout ce que nous avons fait, c'était pour ton bien. Y compris me jeter contre un mur? Était-ce pour mon bien aussi? Elle a détourné le regard, incapable de maintenir le contact visuel. Ton père était sous un stress énorme. Tu l'as provoqué avec ton égoïsme. Je me suis levé, signalant la fin de notre conversation. Cette réunion est terminée. S'il te plaît, ne reviens plus à mon lieu de travail. Brandon, s'il te plaît. Elle m'a attrapé le bras désespérément. Il parle de poursuite pénale. Ton père pourrait aller en prison. Est-ce vraiment ce que tu veux? J'ai doucement retiré sa main. Ce que je voulais, c'était des parents qui me soutiennent comme ils ont soutenu Audrey. Ce que je voulais, c'était l'honnêteté et l'équité. Ce que je voulais, c'était ne pas me faire voler mon identité et saboter mon avenir. Mais on n'obtient pas toujours ce qu'on veut, n'est-ce pas, maman? Alors que la sécurité l'escortait hors du bâtiment, je suis retourné à mon bureau,
les mains tremblant légèrement. Diane est apparue avec 2 tasses de café, en plaçant une devant moi sans commentaire. « Merci », ai-je dit, reconnaissant à la fois pour la caféine et pour sa compréhension. « La famille, c'est compliqué », a-t-elle observé. « Parfois, les limites les plus difficiles à fixer sont les plus importantes. » L'enquête a continué à démêler les combines financières de mes parents. Chaque nouvelle révélation confirmait que l'entreprise de mon père avait été mal gérée pendant des années, avec des fonds de clients mélangés, des impôts impayés et des projets laissés inachevés bien qu'ils aient été facturés en totalité. Ma mère, loin d'être une spectatrice innocente, avait été activement impliquée dans la gestion des comptes frauduleux, y compris ceux à mon nom. Pendant ce temps, Audrey a maintenu le contact avec moi et nos parents, de plus en plus prise entre 2 feux alors que leur mariage commençait à se fissurer sous la pression. Mon père reprochait à ma mère de ne pas m'avoir mieux contrôlé. Ma mère lui reprochait d'avoir pris des risques inutiles qui ont mené à la découverte. Il se parle à peine maintenant, m'a dit Audrey lors d'une de nos réunions hebdomadaires au café. Papa dort dans son bureau la plupart des nuits. Maman pleure tout le temps et n'arrête pas de demander pourquoi tu lui fais ça. Je ne lui fais rien, ai-je fait remarquer. Je refuse simplement d'être leur bouc émissaire et leur victime plus longtemps. Audrey a hoché lentement la tête. Je le vois maintenant. J'ai beaucoup réfléchi à la façon dont ils t'ont traité par rapport à moi. Ce n'était pas juste, Brandon. Ce n'était pas bien. Non, ce n'était pas le cas, ai-je convenu. Mais ça ne veut pas dire que tu dois te sentir coupable. Tu étais une enfant pendant la majeure partie du temps, élevée dans un système dysfonctionnel que tu n'as pas créé. Pourtant, j'y ai participé. J'ai accepté leur favoritisme comme normal. Je n'ai jamais remis en question pourquoi j'obtenais tout alors que tu n'obtenais rien. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Je suis désolé. Ces excuses, simples et sincères, étaient les premières authentiques que j'avais reçues d'un membre de la famille. Il m'a frappé qu'Audrey, la plus jeune et la plus gâtée, montrait plus de capacité de croissance que l'un ou l'autre de nos parents. « Que vas-tu faire maintenant ?» ai-je demandé. « La maison sera probablement saisie bientôt. L'entreprise de papa est essentiellement défunte. » Elle a redressé les épaules. « J'ai temporairement abandonné l'université. J'ai trouvé un travail dans un café près du campus. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un travail honnête que j'ai obtenu par mes propres mérites. » C'est vraiment mature de ta part, ai-je dit, surpris. Ne sois pas si choqué, a-t-elle répondu avec une pointe de son ancien esprit. Je ne suis pas complètement inutile, juste pour y gâter. Les conséquences juridiques pour mes parents ont continué de s'accumuler. Mon père a été formellement accusé de multiples chefs de fraude, de vol d'identité et de fraude fiscale. Ma mère a fait face à des accusations moindres mais toujours graves en tant que complice. Leur maison a en effet été saisie et la plupart de leurs actifs ont été gelés en attendant les procédures judiciaires. Tout au long de cette période, ils ont maintenu qu'ils étaient les victimes, que je les avais trahis par dépit ou par jalousie envers Audrey. Ils ont dit à la famille élargie que j'avais fabriqué des preuves, que les enquêteurs étaient partiaux contre eux, que toute la situation était une réaction excessive à une gestion financière familiale normale. Certains parents les ont crus. D'autres, voyant les preuves s'accumuler et entendant les 2 versions, ont commencé à remettre en question le récit qu'ils avaient accepté pendant des années. Les réunions de famille sont devenues divisées, avec des lignes de bataille tracées en fonction de qui croyait la version de mes parents et qui reconnaissait la vérité de leurs actions. Pendant tout ce temps, j'ai maintenu mes limites et j'ai continué à construire ma nouvelle vie. Mon poste chez Westfield se passait bien, Diane devenant à la fois mentor et amie. Mon appartement temporaire était devenu un arrangement plus permanent avec un bail en bonne et due forme et des meubles s'accumulant progressivement qui reflétaient mes propres goûts plutôt que ce que je pouvais me permettre ou ce que j'étais autorisé à avoir chez mes parents. Le développement le plus surprenant est survenu un mardi soir pluvieux lorsqu'Audrey est apparue à ma porte, une seule valise à la main et du mascara coulant sur ses joues. « Je ne peux plus rester là-bas », a-t-elle dit simplement. « Tout ce qu'ils m'ont dit sur toi, sur eux-mêmes, sur notre famille, c'était des mensonges. Je le vois maintenant, et je ne peux plus faire semblant. » J'ai hésité seulement brièvement avant de m'écarter pour la laisser entrer. Ce n'est pas grand-chose, mais le canapé se transforme en lit. « Merci », a-t-elle chuchoté en regardant mon modeste appartement avec des yeux neufs. Pas seulement pour ça, mais pour leur avoir tenu tête. Si tu ne l'avais pas fait, je n'aurais peut-être jamais vu la vérité. Alors qu'Audrey s'installait sur mon canapé, la pluie tambourinant régulièrement contre les fenêtres,
j'ai réalisé qu'en perdant la fausse famille que j'avais désespérément essayé de satisfaire pendant 28 ans, j'avais gagné quelque chose d'inattendu, une relation authentique avec ma sœur et le début d'une famille choisie, construite sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation et le contrôle. La route à venir serait encore difficile. Les procédures judiciaires contre mes parents ne faisaient que commencer. Audrey et moi avions des années de schémas conditionnés à surmonter. Mais pour la première fois, j'ai affronté l'avenir avec un espoir sincère plutôt qu'une endurance résignée. En refusant d'annuler cet entretien d'embauche, en m'éloignant de la maltraitance plutôt qu'en l'accommodant, j'avais mis en branle une chaîne d'événements qui finirait par libérer non seulement moi-même, mais aussi ma sœur. Parfois, le plus grand acte de courage est simplement de cesser d'accepter l'inacceptable, de nommer la vérité et de s'y tenir fermement, quelles que soient les conséquences. Ce faisant, nous créons un espace pour des relations authentiques et une croissance réelle, même dans les endroits les plus inattendus. 1 an plus tard, je me tenais au centre de ma nouvelle maison, entouré d'amis et de quelques membres de ma famille choisie. La modeste maison de 2 chambres n'était ni grande ni luxueuse, mais elle était à moi, achetée avec mon propre argent, décorée selon mes propres goûts. Après 1 an d'économies agressives et de reconstruction de mon crédit après les dommages infligés par mes parents, j'avais obtenu un prêt hypothécaire. Aujourd'hui, c'était ma pendaison de crémaillère, une célébration non seulement d'une propriété, mais d'une vie retrouvée. Au nouveau départ, apportait un toast Diane, levant son verre. Devenue à la fois ma patronne et mon amie, elle avait été essentielle à ma croissance professionnelle au cours de l'année écoulée. Le poste de stratège marketing junior avait conduit à une promotion en 6 mois, et je gérais maintenant ma propre petite équipe. Et à la famille choisie, a ajouté James, qui m'avait soutenu pendant les jours les plus sombres de l'année précédente. Mon regard s'est tourné vers Audrey, qui discutait avec animation avec la femme de James dans le coin. Ma sœur s'était transformée au cours de l'année écoulée, se débarrassant du personnage de princesse gâtée comme d'une peau trop petite. Après être restée sur mon canapé lit pendant 3 semaines, elle avait trouvé une colocation près de son travail et s'était réinscrite à l'université, cette fois pour un diplôme pratique en administration des affaires plutôt que le vague programme d'études d'influenceurs que nos parents avaient encouragé. Plus important encore, elle payait ses propres études, travaillant 30 heures par semaine au café tout en suivant un cursus complet. Les parallèles avec ma propre expérience universitaire ne nous ont pas échappé. Mais contrairement à moi, elle avait un soutien émotionnel et des conseils honnêtes dès le début de son parcours indépendant. Les retombées juridiques des actions de mes parents avaient été sévères mais justifiées. Mon père avait finalement accepté un accord de plaidoyer, reconnaissant plusieurs chefs de fraude et de vol d'identité en échange d'une peine réduite. Il purgeait actuellement une peine de 3 ans dans un établissement à sécurité minimale, avec une restitution financière substantielle ordonnée à sa libération. Ma mère, après un déni initial, avait également accepté un accord de plaidoyer pour des accusations moindres en tant que complice. Elle a obtenu une probation et des travaux d'intérêt général, ainsi qu'une ordonnance du tribunal l'obligeant à suivre des conseils financiers et une thérapie. La maison familiale avait été vendue en saisie, et elle vivait maintenant dans un petit appartement, travaillant comme réceptionniste dans un cabinet dentaire pour subvenir à ses besoins pour la première fois depuis des décennies. La famille élargie avait finalement accepté la vérité alors que les preuves devenaient irréfutables, bien que les relations soient restées tendues avec ceux qui avaient le plus vocalement soutenu la version de mes parents. Je maintenais un contact cordial mais distant avec la plupart des parents, réservant une véritable proximité à ceux qui avaient montré une compréhension et un soutien sincère. « À quoi penses-tu » a demandé Audrey en me rejoignant près du comptoir de la cuisine où je m'étais momentanément retiré pour rassembler mes pensées. « Je réfléchis juste à tout ce qui a changé », ai-je répondu. Il y a 1 an, je dormais sur le canapé de James avec rien d'autre qu'un sac de sport de vêtements et une nouvelle offre d'emploi. Elle a hoché la tête, son expression pensive. Et moi, je vivais encore dans leur bulle, croyant à leurs mensonges sur toi, surtout. Nous avons tous les deux parcouru un long chemin. Grâce à toi qui as tenu bon, a-t-elle dit en me donnant un léger coup d'épaule. Je ne t'ai jamais remercié correctement pour ça. Tu sais, si tu avais cédé ce jour-là, si tu m'avais conduite au centre commercial et manqué ton entretien, nous serions toujours piégés dans leur dysfonctionnement. Exactement. Alors, merci, Brandon, d'avoir eu le courage que je n'avais pas jusqu'à ce que je voie le tien. Ces mots m'ont profondément touché. Notre relation avait évolué en quelque chose que ni l'un ni l'autre n'aurions pu imaginer il y a 1 an. La hiérarchie artificielle que nos parents avaient créée entre nous s'était dissoute, remplacée par un lien fraternel authentique basé sur le respect et la compréhension mutuelle. « As-tu eu des nouvelles de maman dernièrement » ai-je demandé.
Nos parents restaient un sujet compliqué entre nous. Audrey maintenait un contact limité avec notre mère, tandis que j'avais choisi une séparation complète après la fin des procédures judiciaires. Elle a appelé la semaine dernière, a répondu Audrey, demandant toujours quand tu dépasseras cette phase et que tu renoueras avec la famille. J'ai secoué la tête, sans surprise. Certaines personnes n'acceptent jamais vraiment la responsabilité de leurs actes. Je sais. Je lui ai dit que tes limites ne sont pas une phase et que si elle veut un jour une relation avec toi, elle doit reconnaître ce qu'elle a fait et faire de véritables excuses. Audrey a siroté sa boisson. Elle n'a pas aimé cette réponse. Je suis sûr qu'elle n'a pas aimé, ai-je convenu, mais j'apprécie que tu renforces mes limites. La sonnette a retenti, signalant l'arrivée de la pizza que j'avais commandée pour la réunion. Alors que je me dirigeais pour répondre, j'ai aperçu la citation encadrée accrochée à côté de ma porte d'entrée, un cadeau de pendaison de crémaillère de Diane. La vie que tu veux commence au moment où tu cesses d'accepter la vie que tu ne veux pas, ces mots étaient devenus mon mantra au cours de l'année écoulée. Chaque fois que j'avais fait face à une décision difficile ou à un moment de doute, je revenais à cette simple vérité. Me défendre n'avait pas été facile, et les conséquences avaient été douloureuses d'une manière que je n'aurais pas pu anticiper. Mais la vie que j'avais créée à partir de ces choix difficiles était authentiquement la mienne d'une manière que mon existence précédente n'avait jamais été. La soirée s'est poursuivie avec de la nourriture, des rires et une connexion authentique. Alors que mes amis et ma famille choisis partageaient des histoires et créaient de nouveaux souvenirs dans ma maison, j'ai réalisé que quelque chose de profond avait changé en moi. Le poids de l'indignité qui avait été placé sur mes épaules depuis l'enfance s'était enfin levé. À sa place se trouvait une confiance tranquille, la certitude que je méritais de bonnes choses, non pas parce que je les avais gagnées par la souffrance ou le sacrifice, mais simplement parce que tous les humains méritent la dignité, le respect et la chance de construire une vie pleine de sens. Plus tard, après le départ des invités et qu'Audrey m'ait aidé à nettoyer avant de rentrer chez elle, je me suis assis sur ma terrasse arrière, profitant de la soirée paisible. Mon téléphone a sonné avec un SMS d'Audrey. Merci pour ce soir. Tellement fier de ce que nous devenons. Je t'aime, mon frère. Ces mots simples ont fait monter des larmes inattendues à mes yeux. Des cendres de notre famille dysfonctionnelle, quelque chose de nouveau et de sain avait émergé. Pas parfait, pas sans défi, mais réel d'une manière que notre relation précédente n'avait jamais été. Le chemin depuis ce moment contre le mur jusqu'à cette soirée tranquille sur ma propre terrasse avait été ardu mais transformateur. En refusant de perpétuer les schémas de mon passé, en m'éloignant quand il était nécessaire de s'éloigner, j'avais créé un espace pour la guérison et la croissance, non seulement pour moi-même mais aussi pour Audrey. Parfois, l'acte d'amour le plus puissant est de fixer des limites qui permettent à toutes les personnes impliquées de faire face à la réalité et de dépasser les schémas limitants. Parfois, les familles d'origine ne peuvent pas fournir ce dont nous avons besoin et nous devons construire nos propres cercles de soutien. Parfois, le chemin le plus difficile est finalement celui qui mène à la vraie liberté et à l'authenticité. Alors que je regardais les étoiles apparaître une par une dans le ciel qui s'assombrissait, j'ai ressenti une profonde gratitude pour la clarté douloureuse qui était venue des mots de mon père ce jour-là. Son avenir compte. Le tien n'a jamais compté. En prononçant cette vérité cruelle à voix haute, il m'avait par inadvertance libéré de l'obligation de continuer à faire semblant, de continuer à accepter l'inacceptable au nom de la loyauté familiale. Mon avenir comptait. Il avait toujours compté. Et maintenant, enfin, je le vivais selon mes propres termes, entouré de personnes qui reconnaissaient ma valeur non pas comme quelque chose à gagner par le sacrifice, mais comme intrinsèque à qui j'étais. La leçon la plus précieuse que j'avais apprise était la suivante: la vraie famille vous voit, soutient votre croissance et respecte vos limites. Parfois, nous naissons dans de telles familles, mais souvent, nous devons les créer nous-mêmes, en choisissant des liens basés sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. La famille que j'avais construite autour de moi maintenant était peut-être non conventionnelle, mais elle était saine d'une manière que ma famille de naissance n'avait jamais été. Si vous lisez ceci et que vous reconnaissez des schémas de votre propre vie, sachez que vous méritez mieux. Votre avenir compte. Vos rêves comptent. Vos limites comptent. Et parfois, s'éloigner est le pas le plus puissant que vous puissiez faire vers la vie que vous méritez vraiment. Merci d'avoir partagé mon parcours. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez envisager d'aimer, de vous abonner, de commenter et de la partager avec d'autres qui pourraient avoir besoin d'entendre ce message. Avez-vous déjà dû vous éloigner d'une situation qui nuisait à votre bien-être? Qu'est-ce qui vous a donné le courage de faire ce premier pas? Je vous souhaite force,
clarté et le soutien de liens authentiques alors que vous construisez votre propre vie authentique.